Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui vous dit tout, mais absolument tout sur votre condamnation. Le thème que nous allons aborder dans cette vidéo semble très simple, mais ce n'est absolument pas le cas. C'est la raison pour laquelle je vais le traiter en deux parties. Dans cette première partie, je vais vous parler des différentes formes d'obligation de soins, ainsi que des contraintes qui vont avec. Vous pouvez avoir des obligations de soins dans les cas suivants. Infraction au code de la route, notamment pour conduite en état alcoolique, en fonction du taux d'alcoolémie détecté ou de la récidive. Ça peut être aussi pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Infraction sur la législation sur les stupéfiants, ou ILS, uniquement pour les consommateurs, bien entendu. Pour les délits sexuels, les violences familiales ou les délits et crimes pour torture ou actes de barbarie. Cette liste n'est pas exhaustive, mais mon expérience professionnelle me montre que ce sont les cas les plus fréquents pour lesquels les juges ajoutent l'obligation de soins. Je parlais tout à l'heure d'obligation au pluriel. En effet, l'obligation de soins revêt plusieurs formes. J'en distingue trois que je vais vous énumérer par ordre croissant de contraintes. D'abord, il y a l'injonction thérapeutique. Ensuite, l'obligation de soins, classique. Et enfin, l'injonction de soins. Je vais vous parler en détail de ces différentes formes d'obligation de soins. En quoi consiste cette injonction? Le consommateur s'engage à être suivi par un médecin addictologue pendant 3 mois ou plus. Le SPIP assure le contrôle des soins et à l'issue du délai fixé par le procureur de la République, lui remet un rapport. Si les soins ont été respectés, le procureur peut ne pas poursuivre et dans ce cas-là, il n'y a pas de procès. Dans le cas contraire, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel selon la procédure classique. Les avantages de l'injonction thérapeutique. Lutter contre les trafics en faisant baisser la demande puisqu'on ne peut pas influer sur l'offre. Faire prendre conscience à l'infractant de la gravité des faits délictueux commis et permettre une information sur les effets de la consommation de produits stupéfiants. Et aussi désengorger les tribunaux. Voyons à présent l'obligation de soins. Donc, elle est décidée par le tribunal lors du jugement ou par le juge de l'application des peines. Alors, comment ça se passe pour la personne condamnée? Le condamné doit consulter un médecin addictologue de son choix ou son médecin traitant s'il est condamné pour CEA ou pour ILS. Alors je rappelle, CEA, conduite en état alcoolique, ILS, infraction sur la législation sur les stupéfiants. Il doit consulter un psychologue ou un psychiatre pour violence ou pour des délits sexuels. Le juge de l'application des peines peut également imposer au condamné la consultation d'un médecin addictologue s'il s'avère que son médecin traitant n'est pas compétent en addictologie, si son suivi est minimaliste ou s'il y a eu récidive malgré un suivi antérieur par le médecin traitant. Comme d'habitude, c'est le SPIP qui assure le contrôle de cette obligation et on rend compte directement auprès du juge de l'application des peines. Terminons avec l'injonction de soins. Elle est décidée en général suite à une condamnation pour des délits sexuels. Une expertise psychiatrique est réalisée par 3 psychiatres. Comme toujours, c'est le SPIP qui contrôle l'effectivité des soins et en rend compte directement auprès du juge de l'application des peines chargé du dossier. Le condamné est suivi par le médecin coordonnateur qui est agréé par le tribunal de grande instance. Le médecin coordonnateur ne procède pas lui-même à l'acte de soins, mais il coordonne les soins réalisés par les médecins traitants. Il sert aussi d'interface entre le ou les médecins soignants et le juge de l'application des peines. Donc le médecin coordonnateur convoque le condamné 2 fois par an pour avoir un entretien avec lui, c'est-à-dire 1 fois tous les 6 mois. Il est aussi en contact avec ses confrères
qui soigne la personne condamnée dresse un premier bilan, un premier diagnostic, un premier bilan des soins et de l'évolution de la personne qui a été condamnée. Ensuite, il en rend compte directement auprès du juge de l'application des peines. Il peut aussi proposer au juge des mesures de soins pour l'avenir. Du fait de son statut de médecin coordonnateur, il ne peut pas opposer au juge de l'application des peines le secret professionnel, contrairement à ses confrères. L'injonction de soins peut durer plusieurs années et même plusieurs dizaines d'années. En ce qui concerne l'injonction de soins, qui est un dispositif lourd, je vous mets dans le descriptif un lien qui vous permet d'obtenir le manuel de l'injonction de soins édité conjointement par le ministère de la Santé et des Sports et le ministère de la Justice. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a été utile, partagez-la pour que d'autres puissent en profiter, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines sorties. Et merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt sur Condamné Pénal, la chaîne qui dit tout sur votre condamnation. Au revoir.